La Corée, le pays du matin calme. Avec sa forte croissance économique et son urbanisation rapide, la Corée du Sud compte plus de 51 millions d'habitants. C'est une pionnière en matière d'innovation technologique. Ses villes ultramodernes, sa musique pop et sa gastronomie sont connues dans le monde entier et c'est l'une des nations les plus développées d'Asie. C'est aussi une terre très ancienne, avec des paysages splendides et un riche héritage culturel. Nous allons explorer plusieurs lieux emblématiques pour découvrir comment les traditions d'hier et les idées de demain ont façonné la Corée du Sud d'aujourd'hui. Notre voyage aérien en Corée du Sud commencera à Séoul, au cœur de la péninsule coréenne. Puis nous prendrons la direction du sud et de la ville de Gwangju. Enfin, nous survolerons la région du Jeolla du Sud, d'une grande richesse historique et culturelle. La ville de Séoul se situe dans le nord-ouest du pays. C'est la capitale de la Corée du Sud. Avec ses 10 millions d'habitants intramuros, Séoul est une gigantesque mégapole. Près de la moitié de la population du pays vit dans cette région métropolitaine, qui comprend également les districts d'Incheon et de Gyeonggi-do. Avec plus de 25 millions d'habitants, son aire urbaine est l'une des plus peuplées au monde. Les Jeux Olympiques d'été de 1988 et la Coupe du Monde de football de 2002 se sont déroulés à Séoul. Aujourd'hui, la ville est reconnue comme un centre d'affaires et de commerce international majeur. En plus de ses infrastructures technologiques, la capitale accorde une importance toute particulière à son histoire, sa culture et ses traditions. Séoul est habitée depuis plus de 2000 ans. Elle est déjà la capitale du royaume de Joseon au XIVe siècle, puis de l'Empire de Corée à la fin du XIXe. Après l'annexion de la péninsule par les Japonais en 1910, Séoul est rebaptisée Gyeongsong. Elle reprend son nom d'origine en même temps que son indépendance en 1945. À peine libérée de la domination japonaise, Séoul se retrouve occupée par les troupes nord-coréennes en 1950 et elle est presque entièrement détruite. À l'issue de la guerre de Corée, il ne restera de Séoul que des ruines. Les victimes du conflit reposent ici, au cimetière national. Au cours de son histoire, la péninsule est à plusieurs reprises divisée et réunifiée. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée est coupée en deux, occupée par les Soviétiques au nord et les Américains au sud. L'ONU proclame la naissance de deux États distincts en 1948, la République démocratique populaire de Corée au nord et la République de Corée au sud. Un conflit sanglant éclate en 1950 entre les deux pays. Il durera plus de 3 ans et fera 2 millions de victimes. Après le cessez-le-feu de 1953, des millions de Coréens sont déplacés et des centaines de milliers de familles séparées. La Corée du Nord et du Sud reste aujourd'hui opposée à bien des égards. Le cimetière de Séoul est un lieu de mémoire de ce chapitre tragique de l'histoire coréenne. Le cimetière national s'étend au sud du fleuve Han, qui traverse le cœur de la capitale. Longtemps, Séoul n'a occupé que la rive nord du fleuve. Aujourd'hui, la ville se dresse également sur la rive sud. « 31 ponts relient les deux parties de la capitale, comme le pont ferroviaire du Han, construit en 1900, et le pont Hamsa,
achevé en 2015. Le fleuve Han compte de nombreuses petites îles, mais la seule qui soit habitée est celle de Yeouido. C'est ici que se dresse le célèbre 63 Building, érigé en 1985. Il culmine à plus de 250 mètres. Pendant 2 ans, il va représenter la plus haute tour d'Asie et restera la plus haute tour de Corée du Sud jusqu'en 2003. Pendant longtemps, l'île de Yeouido n'est qu'un immense terrain vague. Elle est urbanisée dans les années 70 et devient un pilier de l'activité économique et politique sud-coréenne. Son architecture s'inspire de celle de Manhattan, à New York. Au centre de l'île, de vastes jardins évoquent Central Park. Au printemps, des milliers d'habitants se réunissent ici pour la fête annuelle des cerisiers en fleurs. C'est également ici que se dresse l'Assemblée nationale, qui abrite le Parlement de Corée du Sud. Ces 24 colonnes en granit symbolisent la diversité d'opinions et sa coupole bleu ciel, l'harmonie des décisions. Au bord du fleuve, dans l'est de Séoul, se dresse le quartier de Jamsil. C'est ici qu'ont eu lieu les Jeux olympiques d'été en 1988. Ce pont imposant a été construit en hommage à cet événement. La sculpture au sommet représente la flamme olympique. Un accident tragique a marqué son installation en 2001. L'hélicoptère qui la transportait est tombé dans le fleuve et ses 3 passagers ont été tués. À l'entrée principale du parc olympique, la colossale porte de la Paix, avec ses arcades en forme d'aile d'oiseau, se dresse au centre de la grande place de la Paix. Les Jeux olympiques de Séoul en 1988 ont été les premiers depuis 12 ans à rassembler presque toutes les nations. En raison de la guerre froide, plusieurs pays n'avaient pas participé aux éditions précédentes à Los Angeles et à Moscou. Aujourd'hui, le parc olympique accueille des événements culturels. Il reste très fréquenté par les habitants et les touristes. Non loin de là, voici le stade olympique de Jamsil. C'est ici que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture, marquée par un numéro de parachutistes formant les 5 anneaux olympiques et une spectaculaire démonstration de taekwondo. Pour beaucoup, les JO de 1988 symbolisent l'entrée de la Corée du Sud sur la scène internationale. En 2018, le pays accueillera à nouveau ce grand événement sportif, cette fois pour les Jeux d'hiver. Près du stade olympique, le lac artificiel de Sokchon est très prisé des touristes. Ils viennent y admirer les cerisiers en fleurs au printemps et ses couleurs rougeoyantes à l'automne. Après les Jeux olympiques, les activités proposées par la ville se développent sous l'impulsion d'une forte croissance économique. Grâce à un meilleur niveau de vie,
les habitants de Séoul découvrent les loisirs. Ils fréquentent les zoos, les cinémas, les parcs d'attractions et autres sites culturels. Ce parc d'attractions est particulièrement populaire, à la fois pour ses installations et pour sa splendide vue sur le lac. Le gratte-ciel derrière le parc d'attractions est la tour la plus haute de Corée du Sud. La Lotte World Tower, qui dépasse les 555 mètres avec son antenne, est la 5e plus haute tour du monde lors de sa construction en 2016. À l'intérieur, un observatoire, un hôtel 6 étoiles et des installations luxueuses en font le nouveau symbole de la réussite coréenne. Dans cette ville en perpétuelle évolution, un quartier incarne la vie et le mouvement, celui de Gangnam. Le quartier connaît la gloire en 2012, grâce au tube planétaire Gangnam Style, chanté par la star de la pop coréenne Psy, qui parodie son style clinquant. Aujourd'hui, Gangnam est un pôle économique important. Il abrite de nombreuses multinationales coréennes et notamment un géant de la téléphonie mobile. Avec ses boutiques de mode, venus se mêler à la population fortunée. Le week-end, les rues sont bondées et environ 100 000 personnes transitent par Gangnam tous les jours. Sa station de métro est la plus fréquentée de Séoul. Dans les années 2000, de grands noms de l'informatique se sont implantés sur le boulevard Terran. Ils ont participé à faire du quartier le moteur économique du pays. L'industrialisation rapide pendant la période d'après-guerre a transformé la Corée du Sud. Nulle part ailleurs, cette métamorphose n'est aussi visible qu'à Gangnam. Au bout du boulevard Terran, voici la cité des congrès COEX, où s'est tenu le sommet du G20 en 2010. Elle possède l'une des plus grandes salles de conférence d'Asie, avec une capacité de 7000 places. Elle compte également plusieurs halls d'exposition destinés aux meetings politiques et aux événements commerciaux. Beaucoup d'immeubles d'habitation se trouvent à proximité du quartier de Gangnam. La densité de population à Séoul est très élevée. Les tours résidentielles pour loger les 10 millions d'habitants de la ville sont nombreuses. Mais la capitale coréenne n'est pas qu'une simple collection de gratte-ciel modernes. Loin de l'animation de Gangnam, Séoul cache un autre visage. Celui d'une ville historique ancienne, dont plusieurs monuments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains sites se trouvent en plein cœur de la ville. Les tombes de 2 rois et d'une reine de la dynastie Joseon sont ici, à Sonjeongnung. D'autres sépultures royales sont dispersées un peu partout dans la ville. Les tombes de la dynastie Joseon sont inscrites au patrimoine mondial depuis 2009 pour leur importante valeur culturelle. Celles de Sonjeongnung sont réputées pour leur état exceptionnel. Les habitants de Séoul se rendent régulièrement sur les lieux pour profiter du silence et se recueillir.
Au nord-ouest, le long du fleuve Han, s'étend le quartier de Sangam. Le développement rapide de Séoul a des conséquences négatives sur l'environnement. Le taux de pollution est élevé et le manque de forêt nuit à la qualité de l'air. Pour tenter de résoudre ces problèmes, le gouvernement a lancé au début des années 2000 un vaste projet de développement durable. Ce projet se concentre sur le quartier de Sangam. Une colline se dressait autrefois sur la petite île de Sonyu-do. Elle est rasée en 1978 pour permettre la construction d'une usine de traitement des eaux usées. Dans les années 2000, la ville ferme l'usine pour rendre à l'île sa beauté naturelle. Après cette réhabilitation, Sonyu-do devient le premier parc écologique du pays. Toujours dans le quartier de Sangam, voici le tout nouveau centre multimédia. Le DMC, ou Digital Media City, a été créé pour répondre aux besoins d'une industrie du divertissement et des médias en plein essor en Corée du Sud. Dans les années 2000, la culture populaire coréenne connaît une véritable renaissance. La musique, la télévision, le cinéma et les jeux vidéo coréens deviennent célèbres dans toute l'Asie et jusque dans les pays occidentaux. Parmi ces multiples installations, le DMC abrite notamment un musée du cinéma. C'est non loin du DMC qu'a eu lieu la Coupe du monde de football en 2002. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans le stade de Sangam. C'était alors le premier stade au monde à ne pas respecter le plan ovale de rigueur. Sa forme s'inspire du cerf-volant coréen traditionnel et les mâts sur le toit symbolisent les bateaux qui voguent sur le fleuve Han. Son architecture étonnante lui a valu d'être élu l'un des 10 plus beaux stades au monde. Tout près du stade, voici l'île de Nanji-do. Dans les années 70, elle devient le principal site d'enfouissement des déchets de la ville. Avant de remplir cette fonction, elle abritait des milliers d'oiseaux et une végétation variée. Le site d'enfouissement est fermé depuis 1993 et la nature a repris ses droits sur Nanji-do. C'est désormais un grand parc écologique. À l'automne, les roseaux blancs sont en fleurs. Depuis l'an 2000, environ 30 000 papillons ont été libérés sur l'île. Il n'est pas rare de les voir survoler le parc. Ce magnifique spectacle attire des milliers de visiteurs qui viennent aussi admirer la vue imprenable sur Séoul. La plateforme d'observation est l'endroit idéal où prendre toute la mesure de la capitale, tout en s'imprégnant de l'atmosphère paisible de l'île. Le Sunset Park offre la plus belle vue sur la ville au coucher du soleil. Il est apprécié pour son architecture simple et ses nombreuses œuvres d'art. C'est l'endroit rêvé pour terminer ce voyage au-dessus de la capitale. Après Séoul, direction la ville de Gwangju, le berceau de la démocratie coréenne.
La fin du XXe siècle a vu la montée de plusieurs mouvements de démocratisation dans le monde, y compris en Corée du Sud. C'est ici que le peuple coréen s'est soulevé contre la dictature et s'est battu pour sa liberté. En 1979, l'assassinat du président sud-coréen Park Chung-hee plonge le pays dans le chaos et ouvre la voie à une dictature militaire. Le nouveau gouvernement oppresse les citoyens et les aspirations démocratiques gagnent rapidement tout le pays. Tous les espoirs sont anéantis par l'extension de la loi martiale à toute la Corée du Sud le 17 mai 1980. À Gwangju, le gouvernement va développer ses troupes pour faire taire les appels à la liberté. Ces événements vont changer à jamais le visage de la politique coréenne. Le 17 mai 1980, la loi martiale et l'état de siège décrété à Gwangju contraignent les universités à fermer leurs portes. Le lendemain, plus de 200 étudiants manifestent pour protester contre les décisions du gouvernement. Les habitants de la ville descendent dans la rue pour se joindre au mouvement étudiant. Ils prennent l'hôtel de ville le 20 mai. Le lendemain, le gouvernement isole la ville, qui se retrouve coupée de toute forme de communication. Les manifestants commencent à s'armer et le 23 mai, ils sont plus de 150 000 à marcher dans la rue principale de Gwangju. Le 27 mai, l'armée sud-coréenne entre dans la ville et ouvre le feu sur la foule. Le mouvement pour la liberté est réprimé dans le sang. Ces bâtiments ont été le théâtre des prémices tragiques de la démocratie coréenne. C'est ici, devant l'hôtel de ville, que 200 manifestants ont livré leur dernier combat contre l'armée. Le bilan officiel est de 200 morts. Mais les organisations de défense des droits de l'homme parlent de plusieurs milliers de victimes. C'est le plus lourd bilan humain dans le pays depuis la guerre de Corée. Les événements de Gwangju entraînent une réaction en chaîne dans toute l'Asie. Dans les pays voisins, d'autres mouvements de démocratisation se forment pour se soulever contre l'injustice et la dictature. En Corée, l'esprit de résistance conduira à la victoire de la démocratie 7 ans après les événements de Gwangju. Voici le cimetière où sont enterrées les victimes. Il est désormais baptisé Cimetière national du 18 mai. Le gouvernement coréen a longtemps nié l'importance du soulèvement. Mais le 18 mai est finalement devenu un jour de commémoration nationale. Convaincu de son impact, bien au-delà de la péninsule coréenne, c'est l'UNESCO qui a fait de ces monuments des symboles de la démocratie dans le monde.
2011, le soulèvement de Gwangju a été inscrit au registre de la mémoire du monde. Notre voyage se poursuit dans la province du Jeolla du Sud, à l'extrémité sud de la péninsule coréenne. En raison de sa situation géographique entre le Japon et la Chine, la Corée a souvent été envahie au cours de son histoire. La petite île de Wando porte les stigmates de ces invasions. L'île est célèbre pour son complexe militaire, fondé par le général Jangbogo au IXe siècle, dans ce qui était alors le royaume de Shilla. Jangbogo commence sa carrière en Chine, où il gravit rapidement les échelons grâce à ses qualités de combattant. Quand il rentre en Corée, il trouve son pays pillé par les pirates, et son peuple prisonnier et réduit à l'esclavage. Jangbogo somme alors le roi de le laisser défendre la péninsule. Impressionné par son audace, le roi le nomme commandant de sa forteresse. Jangbogo commence par établir une importante base navale nommée Chonghaejin. L'île de Wando a l'avantage d'être cernée par d'autres îles qui servent de barrage en cas d'attaque éventuelle. Son emplacement stratégique permet aussi à la flotte coréenne d'accéder au Japon. Le nom de Chonghaejin signifie « purifier la mer ». Il incarne l'ambition du général Jangbogo d'éradiquer tous les pirates susceptibles de menacer son pays. « 450 ans plus tard, l'île de Jindo, plus à l'ouest, sera le théâtre d'une autre bataille historique, cette fois contre les Mongols. Cette île sert de refuge à la rébellion du Sambu-ilcho, une unité militaire d'élite formée sous la dynastie Goryeo. Le Sambu-ilcho regroupe les meilleurs guerriers de Corée. Après le ralliement de la dynastie Goryeo aux envahisseurs mongols en 1270, le Sambu-ilcho prend les armes et refuse de se soumettre. Par leur engagement, ces combattants gagnent vite le soutien du peuple. Ils accostent sur l'île de Jindo à bord d'1 millier de navires. Dans le nord-est de l'île, la forteresse de Yongjong-Sansong s'étend sur 13 km et constitue une formidable base militaire. C'est ici que les soldats du Sambu-ilcho résistent aux Mongols pendant 9 mois. Bien que la majeure partie du fort ait été détruite, les fondations de son palais sont désormais restaurées, ainsi que celles de 12 bâtiments en pierre. Dans le sud de l'île, voici l'ancien village fortifié de Namdang. Il aurait été construit à l'époque des 3 royaumes, dans le but de défendre les côtes. Les soldats du Sambu-ilcho y combattent aussi l'armée mongole, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de retourner sur l'île de Jeju. Cette bataille acharnée de 3 ans et demi s'achève en 1273, quand les Mongols prennent leur dernière ligne de défense. La résistance du Sambu-ilcho face à l'une des armées les plus puissantes de l'époque forcera l'admiration. La province du Jeolla du Sud a vu naître un autre militaire célèbre, l'amiral Yi Su-chin. Au XVIe siècle, il mène 23 offensives navales contre les envahisseurs japonais et les remporte toutes. Né en 1545, l'amiral Yi devient commandant de la province du Jeolla en 1591, un an avant le début de l'invasion japonaise.
Il va lutter contre les envahisseurs pendant 7 ans. Son courage et sa ténacité feront de lui l'un des grands héros de l'histoire coréenne. Voici la ville de Yosu, où l'amiral Yi rassemble ses troupes avant la célèbre bataille de Myeongnyang. La flotte coréenne vient d'être partiellement détruite lors d'une bataille menée par l'amiral Won. Il est mort en mer, emportant avec lui tous les espoirs de vaincre la marine japonaise. L'amiral Yi ne dispose plus que de 13 navires pour affronter une flotte colossale. Comme il est inscrit sur cette plaque, les 13 navires coréens accostent ici à Yosu, un jour de tempête. Malgré l'infériorité numérique de sa flotte, l'amiral Yi commence à établir une stratégie d'attaque. Après avoir quitté Yosu, l'amiral rejoint la base navale d'Oranjin, sur l'île Jindo, où il attend la première vague des navires de guerre japonais. Lorsque les Japonais attaquent enfin, l'amiral et sa flotte sont prêts à les combattre. Contre toute attente, ils repoussent l'ennemi et cette victoire durement gagnée remonte le moral des troupes. Mais leur plus formidable combat reste à venir. Aujourd'hui, 400 ans après ces combats historiques, Oranjin est un paisible port de pêche. En mer, là où grondaient autrefois les canons, les hommes pêchent désormais des algues. Les habitants d'Oranjin doivent beaucoup au courage de l'amiral Yi. Après leur défaite sur cette île, les Japonais battent en retraite. L'amiral Yi prévoit qu'ils passeront par le port de Byokpari, dans le nord-est de Jindo. Il s'y installe avec ses troupes pendant 15 jours et se prépare à affronter les navires ennemis. Le mémorial qui se dresse sur cette colline relate la bataille épique de Myeongnyang, qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Ici, à Byokpa, l'amiral Yi détruit 13 navires japonais. Une stratégie pour détourner la flotte ennemie vers le dangereux détroit de Myeongnyang. Non loin de là se trouve une importante base navale qui abrite plus d'1 millier de soldats. C'est le poste de commandement de la plupart des opérations navales de la province du Jeolla du Sud. Après avoir coulé les 13 navires à Byokpa, l'amiral Yi déplace sa flotte ici. Il pourra ainsi exploiter les courants puissants et les passages étroits de sa base navale pour vaincre les Japonais. Voici le détroit de Myeongnyang, baptisé ainsi depuis la dynastie Joseon. C'est le site de la célèbre bataille navale livrée par Yi Sun-shin. Le grondement de ces eaux tumultueuses résonne dans un rayon de 8 km. La veille de la bataille, l'amiral Yi réunit ses commandants et leur tient un discours fort. Ceux qui sont prêts à mourir vivront, et ceux qui sont prêts à vivre mourront. Encore aujourd'hui, ces paroles sont une source d'inspiration et de courage pour beaucoup de Coréens.
Le détroit de Myeongnyang ne mesure que 300 mètres de large et les marées changent 4 fois par jour. Ce phénomène produit de puissants tourbillons. L'amiral Yi connaît bien les eaux du détroit. En conduisant les Japonais droit dans son piège, il remporte la bataille avec seulement 13 navires contre les 133 de la flotte ennemie. C'est un triomphe sans précédent dans l'histoire navale que l'amiral qualifiera lui-même de miracle. De retour sur le continent, voici le temple de Chungjang et la tombe de Kim Duk-ryang, un général du XVIe siècle qui s'est lui aussi battu courageusement contre les Japonais. Kim a constitué une milice de 5000 soldats volontaires et l'a conduite plusieurs fois à la victoire. Sa détermination et celle de ses hommes ont marqué l'histoire coréenne jusqu'à nos jours. La Corée moderne est fondée sur cet esprit de résilience. Elle s'oppose à l'injustice et ses habitants sont toujours prêts à protéger leur patrie, quel qu'en soit le prix. Au fil des siècles, la Corée a repoussé à maintes reprises les envahisseurs et les agresseurs. Pourtant, parmi ses relations tumultueuses avec ses voisins, elle a rarement envahi d'autres territoires. Cet esprit de paix est aujourd'hui incarné par les nombreux temples et lieux de retraite spirituelle de la province du Jeolla du Sud. Situé à Yosu, voici le temple bouddhiste de Yangiram. Son nom signifie « le temple tourné vers le soleil » et c'est un lieu de prière important en Corée. Lors du Nouvel An, des fidèles venus de tout le pays s'y rassemblent pour regarder le soleil se lever et prier. D'après la légende, celui qui passe par les 7 maisons de Yangiram verra tous ses vœux exaucés. Au fil des siècles, en raison des invasions fréquentes, les Coréens sont souvent venus chercher la paix sur cette montagne. Non loin de Yosu, voici la baie de Suncheon. Ce sont les plus vastes marais côtiers de Corée du Sud. Longtemps considérés comme impossibles à cultiver, ils ont été négligés pendant des centaines d'années. Récemment, des scientifiques ont découvert que ces marais purifiaient l'eau du fleuve avant qu'elle ne se jette dans l'océan. Depuis 2006, la baie de Suncheon est un parc écologique protégé. Ces immenses marais côtiers circulaires sont également protégés par la Convention de Ramsar, relative aux zones humides. Les champs de roseaux se sont formés naturellement. Ils continuent de pousser chaque année et d'étendre la zone des marais. Remonter le canal en bateau est une expérience apaisante. C'est aussi le meilleur moyen de découvrir ce site naturel dans toute sa splendeur. La baie de Suncheon offre l'un des plus beaux couchers de soleil de Corée. Les visiteurs viennent nombreux assister au spectacle. Au nord-est de la baie,
Voici le site de Naganepsang. Il abrite le dernier château de la dynastie Joseon, dans le Jeolla du Sud. Le village habité aujourd'hui a été entièrement restauré d'après les plans d'origine, avec ses murs d'enceinte. Bâtis tout d'abord en argile, ces remparts ont dû être reconstruits pour résister aux attaques des Japonais sous la dynastie Joseon. Malgré leur mode de vie moderne, les habitants du village perpétuent certaines traditions très anciennes. D'après les registres de l'époque, il y aurait eu plus de 330 villages fortifiés dans toute la péninsule coréenne. Pendant l'occupation japonaise, beaucoup ont été détruits. Naganepsang est resté presque intact. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Le site serait habité depuis le début du premier millénaire. Une première forteresse est construite au début du Xe siècle par la dynastie Goryeo. Mais le village commence seulement à prospérer sous les rois Joseon, à la fin du XIVe siècle. Plus à l'ouest, voici Sangnam-sa, un temple bouddhiste niché dans les montagnes. Sa première pagode à 3 niveaux a été construite en 824. Détruit à plusieurs reprises au cours des différentes invasions, il a toujours été reconstruit et rénové. Chaque reconstruction est restée fidèle au plan d'origine, qui respecte l'harmonie avec la nature environnante. Ce temple bouddhiste de style coréen est entouré d'arbres centenaires de 80 variétés différentes. Ces arbres confèrent à Sangnam-sa une atmosphère différente de celle des autres temples du pays. Les citadins viennent souvent se reposer ici le week-end pour goûter la tranquillité, loin du tumulte de la ville. Un peu plus à l'ouest, le district de Hwasun cache un autre temple bouddhiste singulier. Wonjusa est un temple aussi fascinant que célèbre pour ses 1000 statues et pagodes de pierre. Elles représentaient différentes périodes de l'histoire du bouddhisme. À l'origine, il y en avait des milliers, mais on ignore quand et comment elles ont disparu. Aujourd'hui, il ne reste que 91 Bouddhas de pierre et 21 pagodes. Avec ses 7 rochers, Chilsong s'inspirerait de la constellation de la Grande Ourse. Cet immense Bouddha de pierre mesure 12 mètres de long et pèse plus de 250 tonnes. Une légende l'accompagne. Quand la statue se relèvera, le monde renaîtra et connaîtra 1000 ans de paix. Les Coréens viennent prier à Wonjusa dans l'espoir de s'assurer un avenir riche et paisible. Non loin du temple se dresse l'une des plus anciennes merveilles naturelles de Corée.
Les falaises rouges de Hwasun s'étendent sur 7 km et se seraient formées il y a plus de 150 millions d'années. Elles évoquent les falaises du Yangtze, en Chine. De nombreux poètes de la dynastie Joseon étaient captivés par ces falaises, au point de consacrer de longs vers à leur beauté. Aujourd'hui, le site est ouvert au public, mais il est protégé par les autorités locales qui tentent de préserver la qualité de l'eau. Au sud-ouest de Hwasun, voici l'île de Jindo. Elle est séparée du continent par le détroit de Myeongnyang, là même où l'amiral Yi a livré au XVIe siècle sa bataille héroïque. La province du Jeolla du Sud compte environ 2000 îles. Celle de Jindo est la plus grande. En mars et octobre de chaque année, un étrange phénomène naturel se produit. La mer expose un banc de sable entre le continent et l'île. Cela n'arrive que 2 fois par an et pendant quelques jours seulement. Le passage s'étend sur près de 3 km de long et 40 mètres de large. Et il n'est accessible que pendant 1 heure ou 2. Des milliers de Coréens viennent chaque année emprunter ce pont naturel jusqu'à Jindo. Si la traversée s'effectue de nuit, ils brandissent une torche pour illuminer ce paysage surprenant. Toujours plus au sud, s'étendent la pointe de la péninsule coréenne et le district de Haenam. Sur le mont Dalma se dresse Miwangsa, un temple qui a été fondé en 749. Sa situation géographique à l'extrême sud de la Corée le rend difficile d'accès. Par conséquent, il est assez peu fréquenté. Au sommet de la montagne se niche le minuscule ermitage de Dosolam. C'est un refuge bienvenu sur ce terrain accidenté, et son isolement en fait un lieu de méditation prisé. Incendié par les Japonais au XVIe siècle, il est longtemps resté en ruine. En 2002, des moines bouddhistes ont participé à sa reconstruction. Nous voici à Tangkut. Ce petit port de pêche est surnommé Tomal, ce qui signifie la fin de la terre. Une tour d'observation domine le village et la mer. Son allure futuriste marque non seulement la pointe de la péninsule coréenne, mais aussi l'extrémité du continent eurasiatique. Face à elle, la mer s'étend à perte de vue, comme une invitation au voyage.